L'école de gestion de la résistance sur realagriculture.com est présentée par CropLife Canada. Je suis en compagnie de Frank Dionne de l'Université d'État du Colorado pour parler de gestion de la résistance. Nous sommes ici à London, à l'Assemblée annuelle des conseillers en culture agréée. Bienvenue. Merci Bernard, je suis ravi d'être ici. Nous avons parlé beaucoup de la gestion de la résistance ici sur l'école de gestion de la résistance. L'une des choses qui n'a pas encore été abordée est l'évaluation des risques liés aux herbicides. Vous avez parlé de 6 questions importantes que les producteurs devraient se poser. Passons en revue chacune d'elles. La première question est-ce que j'utilise toujours le même herbicide ou encore des herbicides ayant le même mode d'action? En effet, c'est une question importante qui permet d'évaluer si les pratiques de gestion qu'on utilise encouragent la sélection de mauvaises herbes résistantes. L'évolution est un processus évolutif par lequel les organismes s'adaptent à leur environnement. Lorsqu'on pulvérise toujours le même herbicide, ou encore des herbicides ayant un même mode d'action, on exerce une pression de sélection sur les plantes. Par exemple, dans un champ qui compte 100 000 plantes d'une certaine espèce de mauvaise herbe, chacune de ces plantes va être exposée à la même dose d'herbicide. Avec un peu de chance, l'herbicide va fonctionner et toutes les tuer. Mais il arrive parfois qu'une plante soit porteuse d'une mutation naturelle qui la rend résistante, de sorte qu'elle peut survivre au traitement. Ce n'est pas problématique si l'année suivante, on utilise un herbicide qui cible un enzyme différent. Par contre, si on pulvérise un herbicide qui cible le même enzyme, les graines de la plante qui ont survécu et qui sont elles aussi résistantes ne seront pas détruites. Avec le temps, on va se retrouver avec des tals de mauvaises herbes résistantes. Et ces tals s'étendront à un rythme plus ou moins rapide selon la dissémination des graines et du pollen. Au Colorado, par exemple, on a une mauvaise herbe, le kochia à balai, qui produit 100 000 graines par plante. Heureusement, ce ne sont pas toutes les espèces qui se reproduisent à ce rythme, mais il vaut mieux toujours détecter les cas de résistance le plus tôt possible. Le fait d'alterner les traitements herbicides avec des produits ayant différents modes d'action permet de ralentir le processus de développement de la résistance. Vous avez mentionné une autre question que les producteurs devraient se poser. Est-ce que l'espèce de mauvaise herbe qui a échappé à un traitement herbicide était supprimée dans le passé par le même herbicide? C'est exact. Je devrais également rappeler aux auditeurs que ce dont je parle ici, c'est une évaluation du risque faite par un agriculteur dans son propre champ. Si on remarque que les méthodes de désherbage qu'on utilisait dans le passé ne fonctionnent plus soudainement et qu'il y a des échappées de traitement, on devrait considérer ça comme un signe d'alarme. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement en présence de résistance, mais c'est un bon indicateur qu'on devrait investiguer davantage. Une autre question que vous avez mentionnée est la suivante. Y a-t-il des mauvaises herbes vivantes à côté des mauvaises herbes mortes? En effet, c'est un signe très révélateur. Si en dépistant après un traitement, on remarque des mauvaises herbes vivantes à proximité de mauvaises herbes mortes de la même espèce, c'est un bon signe qu'on peut être en présence de résistance. On a la preuve que le traitement a été efficace puisque toutes les mauvaises herbes ont été détruites comme prévu, à l'exception de quelques plantes qui ont survécu. C'est donc un signal d'alarme. Ouais. Vous avez dit aussi qu'on doit se demander si notre protocole de désherbage en général est moins bon ou moins efficace. Oui, ce qui est un tout autre facteur. Le facteur précédent, où il y a des individus vivants et des individus morts de la même espèce, révèle qu'on a probablement un problème de résistance. Par contre, lorsqu'un protocole de désherbage particulier devient graduellement inefficace, cela peut indiquer plutôt que les populations de mauvaises herbes changent, c'est-à-dire
qu'il y a plus d'espèces de mauvaises herbes qui sont naturellement plus tolérantes. On ne parle pas alors de résistance, mais plutôt d'un processus de sélection de mauvaises herbes qui sont naturellement plus tolérantes à l'herbicide utilisé, ce qui n'est pas mieux. Ce processus, qu'on appelle résistance polygénique, mais qui est en fait une tolérance, se produit plus lentement, souvent sur plusieurs années. Au fil des ans, les populations de mauvaises herbes dans un champ donné changent et on se retrouve soudainement avec des mauvaises herbes qui sont plus difficiles à supprimer. Vous suggérez également que les producteurs surveillent les mauvaises herbes non supprimées dans les champs avoisinants et dans les fossés, car elles pourraient être résistantes. Oui, la meilleure façon de gérer la résistance, c'est avant tout de prévenir l'établissement de mauvaises herbes résistantes dans ces champs. Si en assistant à des conférences agricoles ou en parlant avec des agronomes, un producteur apprend qu'il y a des cas de résistance dans des champs avoisinants ou dans sa région, ou encore, s'il sait qu'il y a des mauvaises herbes résistantes dans ses fossés, il a avantage à prendre des mesures avant que les mauvaises herbes se retrouvent dans ses champs. C'est important d'être conscient non seulement de l'efficacité de son programme de gestion des mauvaises herbes, mais également de ce qui se trouve à proximité. On a vraiment avantage à considérer la gestion des mauvaises herbes sous un angle très large. Surtout si on sait que des espèces résistantes sont présentes dans les environs, n'est-ce pas? Oui,